Je passe la parole à Fanny Gonella qui va vous présenter les intervenants et je remercie chaleureusement tous les collègues, tous les artistes qui ont accepté d'intervenir au mois de décembre à Limoges pour ce symposium. Merci beaucoup vraiment d'être présents. Bonne journée à vous tous. Bonjour, il faut que j'appuie. Ok, c'est fait. Est-ce que vous m'entendez bien ou il vaut mieux que je parle plus près du micro? Ça va? Ok, super. Donc on m'a invité à faire une courte présentation sur ce que sont les œuvres d'art immatérielles. Donc je vais commencer par cette partie-là et puis ensuite je vais introduire mes co-discutants, on va dire, et on aura un temps d'échange et de présentation de chacun à ce moment-là. Alors, donc voilà, vous avez le titre de ma contribution. Donc, aller à la rencontre d'une œuvre d'art, généralement, c'est marcher, avancer dans un espace vers quelque chose que l'on voit. Souvent, on va chercher à reconnaître des images connues, à voir en vrai ce dont on a entendu parler et dont on n'a vu que des reproductions. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans la salle de la Joconde au Louvre récemment, on ne voit rien. Il y a tellement de monde, c'est un peu fou. C'est presque devenu une œuvre immatérielle tellement elle est présente par sa reproduction. Parfois, l'apparence d'une œuvre peut changer au fil du temps, et ces changements ne sont pas dus à des dégradations. C'est plutôt qu'au lieu d'avoir une apparence constante, certaines œuvres contiennent en elles-mêmes, de façon structurelle, la possibilité d'évoluer avec le temps, avec les espaces dans lesquels elles sont présentées et avec les circonstances en général. Ces œuvres sont appelées protocolaires ou performances ou œuvres immatérielles, selon leur manière de se manifester. Comme elles apportent plus de questions que de réponses, je vais soulever une série de questions que je n'ai pas résolues. Ça fait environ 7 ans que je travaille au FRAC Lorraine, et c'est le moment où j'ai vraiment commencé à me confronter à cette question, et en fait, les questions continuent de s'accumuler, et il n'y a pas de résolution, et c'est tant mieux. Mais voilà, toutes les questions que je vais vous exposer sont des questions qui accompagnent un peu le quotidien du travail autour de la collection. Alors, d'où est-ce qu'on part ? Est-ce que l'histoire commence à New York, comme d'habitude, dans le coin occidental de l'histoire de l'art contemporain, ou est-ce qu'elle commence dans les traditions orales populaires et dans les rituels ? Juste un mot sur Arthur Bispo de Rosario, qui est un artiste brésilien qui, à partir de 1938, va vivre dans un hôpital psychiatrique et produire une quantité d'œuvres incroyables et magnifiques. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que dans une institution qui collectionne, elle opère par ponction du monde extérieur pour faire rentrer des objets dans sa collection, et elle les détache donc de leur contexte. Pour certains d'entre eux qui sont pensés pour poursuivre leur parcours dans l'espace du White Cube, ces objets naviguent dans la continuité d'un espace mental fait pour se détacher du quotidien et du monde, au même titre que de la black box des vidéos ou du cinéma. Puis on a la branche anti-ready-made, on pourrait dire, des objets qui sont issus d'une réflexion qui interroge le faire, le commun, la notion de pratique. On peut penser ici aux objets qui résultent d'histoire et d'expérience, ou bien aux objets sacrés qui doivent normalement être activés. Ces objets-là, qui racontent des cultures au sens large, sont parfois accompagnés de rituels lorsqu'ils sont présentés. Ces rituels les ancrent dans le flux de la vie et permettent de les reconnecter à l'humain et au cosmos. Dans l'institution, ces objets apportent avec eux un ailleurs qu'on imagine vaguement, mais qui se raconte à moitié, un peu comme s'il était détaché. Je vais laisser cette direction des objets liés à des rituels un peu de côté pour y revenir plus tard. Et évoquer aussi les rituels que le monde de l'art a créés finalement, mais qu'il ne nomme pas toujours comme tels d'ailleurs, et qui ont parfois été mis en perspective par des artistes. Pour revenir aux œuvres immatérielles telles qu'elles se sont développées dans la culture occidentale, je vais mettre un postulat dans l'espace, qui a questionné bien sûr, en présupposant qu'elles sont apparues dans le contexte d'une culture façonnée par l'industrialisation, c'est-à-dire par la systématisation de formes produites en grande quantité, qu'on peut facilement se procurer. Un peu le fétiche désincarné en attente d'être réactivé. Là, c'est plutôt Flavine, qui a beaucoup réfléchi sur la question du fétiche. Ou bien des œuvres qui ont été façonnées par l'informatique, la donnée, les data, comme éléments centraux de dans la conception du monde. Là, on est plutôt vers Molnar, avec des œuvres générées souvent par des programmes d'ordinateur. Ces œuvres présupposent l'abondance de données, de matière. Merci. Ah,
Je vais aller trop loin du coup. Je remonte. Ah mince, parce que vous voyez tout le slide, c'est pratique. Tu spoil. Ouais, gros spoil. Hop là. On y va. Voilà. Merci. Ces œuvres présupposent l'abondance de données, de matière. Elles proposent en même temps de s'en détacher de cette abondance, de prendre le contre-pied d'une société qui a fait de sa culture matérielle une culture de consommation et non une culture du faire. Donc on est effectivement entre fabriquer, accumuler et comment on peut développer une économie de préservation des savoirs. Alors, est-ce que ça... Ah, mince, pardon. Oui, mais ça va mieux dans un sens que dans l'autre. Voilà. Les années 70, qui sont un peu quand même... Enfin, la fin des années 60, l'arrivée... on va dire, en parallèle de la critique institutionnelle, arrivent des œuvres que l'on pourrait qualifier de protocolaires, qui sont essentiellement rattachées à l'art conceptuel. On a par exemple Seth Ziegelob et sa Xerox Box, exposition et livre en même temps, publié en 1968, ou encore Mirle Lademanukeles et son Sanitation Touch, où elle va travailler avec des éboueurs de la ville de New York pour mettre en place une performance, protocole, action dans l'espace public. Ça prend énormément de formes, mais aussi une conscientisation de tout ce travail invisible. Donc on rejoint ici encore l'invisible, mais on rejoint aussi le geste fait dans un contexte sociétal. Mais on a aussi Agnès Dénès et ses œuvres autour de la nature. On a ici le Wheatfield Confrontation. Ce champ de blé a été initialement planté sur un reste de décharge de poubelle. Donc on a ici à chaque fois cette question du rebut et de la surproduction et du déchet et de la transformation de choses qui sont mises de côté à l'écart de la société. Bref, tous ces artistes montrent à quel point l'œuvre protocolaire est, à un moment donné, ancrée d'art conceptuel et également extrêmement diverse dans ses matériaux. L'œuvre réactivable interroge notre capacité à regarder, nos habitudes visuelles, et elle replace l'expérience au centre de l'œuvre. En effet, sans la perception du visiteur, elle-même conditionnée par sa culture, par ses attentes face à une œuvre, l'œuvre n'est pas opérationnelle et elle peut être réduite aux matériaux qui la composent. Ce sont des sacs poubelles, ou bien c'est une œuvre qui rassemble des gens. C'est vraiment une question de point de vue. Cette histoire des œuvres à protocole s'est écrite de manière très consciente et une exposition en particulier y a contribué. L'exposition Information se tient au MoMA entre juillet et septembre 70 et 75 artistes y participent. L'exposition envisage la photographie qui joue un rôle essentiel dans ce domaine, au tout début en tout cas, comme une preuve et explique que de nombreuses œuvres des artistes présentées, comme la Spiral Jetty de Robert Smithson, ne sont accessibles que sous une forme de documentation photographique. On a aussi d'autres exemples, des boîtes vertes qui sont placées par l'artiste danois Stig Brugger à travers New York et dans le New Jersey, vont être présentées par une documentation qui montre, elle, les réactions des passants. Donc on a les deux aspects. Le curateur, Kynaston McShine, dit à propos de l'exposition: les artistes présentés font partie d'une culture qui a considérablement évolué en raison des systèmes de communication, tels que la télévision et le film, mais aussi en raison d'une plus grande mobilité de la population. Ainsi, photographies, documents, films et idées sont facilement transmis et sont devenus des composantes importantes des pratiques artistiques actuelles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez toutes les archives du MoMA qui sont disponibles en ligne, toutes les vues d'installation, c'est incroyable. Et des fois, on voit œuvres identifiées. Donc, on se rend compte qu'eux-mêmes ne savent pas très bien quelles œuvres ont été présentées à quels endroits dans les images. Donc là, on reconnaît bien Joseph Kosuth, mais le reste, je serais incapable de me dire qui c'est. Douglas Hubler dit aussi à l'époque, ça c'est intéressant, il dit « Je pense que mon travail, s'il développe un modèle conceptuel, c'est celui qui vise à faire évoluer l'image d'un statut d'objet vers une situation où il appelle ça le percipient. Alors on pourrait appeler ça un mélange de perceveur et de percepteur, de receveur de l'exposition, pour que ce soit lui qui devienne le sujet de l'œuvre. Donc on voit que le visiteur ou percipient est déjà ici au centre de ces questions-là. On a le pendant français ensuite. Hop. En France, on va faire les immatériaux au Centre Pompidou en 1985. Alors c'est autre chose, hein. Ça propose une version plus sociétale et moins artistique finalement des questions soulevées par l'omniprésence de l'information. Construite autour de 5 notions clés de matière, matériaux, maternité, matériel et matrice, chaque partie invitait à un questionnement des catégories traditionnellement admises en Occident,
dans de multiples domaines du savoir et de la culture, jusque dans leurs formes les plus quotidiennes. Les commissaires étaient le philosophe Jean-François Lyotard et le théoricien du design Thierry Chaput. Ils ont préféré utiliser le terme de manifestation pour se démarquer des canons de l'exposition d'art, autant que de la tradition des expositions universelles de sciences et techniques. Il s'agissait, je cite, de plonger le public dans une expérience nouvelle de navigation, de faire éprouver le sentiment de l'achèvement d'une période et la curiosité inquiète qui naît à l'aube de la postmodernité, en explorant un tournant épistémologique, les prémices d'une société informatisée, amenée à remodeler la relation de l'humain au monde. Donc on est toujours dans une question de relationnel, finalement. Alors ils le disent différemment de ce qui est dit pour Information, mais on voit déjà ici une crise des rituels sociaux, amenée par la transformation des conditions de vie, et comment tout cela, finalement, se retrouve à affecter la relation à l'art, voire à l'exposition. Ils demandent aussi, les technologies nouvelles remettent-elles en question un certain nombre des idées admises qui caractérisent la modernité ? Le projet moderne d'émancipation de l'humanité, d'affranchissement par le développement des connaissances, par la maîtrise des arts et des métiers, par l'extension des libertés, ce projet né du siècle des Lumières, est-il encore fédérateur et opérant en cette fin de siècle ? J'ai trouvé ça super de lire cette question parce qu'elle résonne tellement aujourd'hui, d'une autre manière. On voit qu'on est encore passé à une autre étape de cet éloignement de points de repère extrêmement forts qui structurent la société et dont on est en train de se détacher, mais on ne sait pas très bien ce qu'on peut construire après. Voilà. Donc le protocole pose quand même la question de l'expérience du spectateur, mais aussi la question de la circulation. On a, il y a un an, un peu plus, on a travaillé avec le MAMC à Strasbourg. Ça, c'est la dernière exposition que j'ai présentée qui rassemble beaucoup d'œuvres à protocole et qui a tenté quelque part de faire aussi une histoire de ce médium. On a ici une salle avec la bibliothèque des langues disparues de Marianne Mispeller et les bouquets de fleurs de Kapwani Kiwanga. Et on a à droite, pour vous aussi, cette pièce de Louise Loller, très simple, qui est également une œuvre protocolaire. Cette exposition, elle a été préparée pendant presque 2 ans, avec beaucoup de recherches, avec des œuvres des collections du CNAP, du Musée national d'art moderne et du FRAC Lorraine. On n'est pas très loin, donc je pense que c'était plus simple aussi. Et je vais juste montrer quelques exemples de cette œuvre. Alors, je commence par la fin. Le dernier chapitre, elle était structurée en chapitres, ça parle de la disparition. Donc, ces fleurs qui fanent, ces langues qui disparaissent. Là, on a plutôt le début avec, à gauche, Claude Ruteau. Donc, voilà, l'œuvre à protocole, qui peut être de la peinture. C'est Elfie qui disait ça tout à l'heure. Et puis à droite, on a une très belle pièce de Claude Kloski avec différentes boîtes en carton. Et puis le classique, forcément, Sol et 8. Très compliqué à activer avec une encre très spécifique. On a ici donc sur la notion de programmer à gauche Daniel Buren face à des bonbons rayés eux aussi bleu et blanc de Félix González Torres avec ce poids, ce tas de bonbons qui dans la taille disparaît au fur et à mesure en parallèle de la vie de son compagnon qui disparaissait. On a à droite Vera Molnar, Esther Ferrer, avec l'œuvre dont je ne me rappelle plus le titre, mais qui est ce déplacement d'un carré à un autre, d'un point à un autre, avec toutes les combinaisons possibles qui sont au mur juste derrière. On a ici une salle qui était plus liée à la réactivation, avec à gauche un pull de Erwin Wurm que l'on pouvait mettre et qui s'étirait à plusieurs. À droite, on a plutôt les ancêtres, c'est-à-dire Lorenz Wiener en haut et puis Hans Haacke en bas. Et dans l'image du milieu, on a finalement des œuvres qui sont plus des installations. Chez nous, les œuvres ne sont pas forcément toujours entrées sous protocole, mais aussi souvent sous installation. On a en bas, en devis, La Terre craquelée de Alice Haycock. En haut, Yona Friedman, Le Nuage, j'y reviendrai après. Et des expérimentations aussi protocolaires d'architecture. Il y a plein de champs à voir, je ne vais pas tout aborder. Donc voilà, c'était un dernier exemple d'exposition. La question de l'œuvre à protocole pose la question de sa réactivation. Et des fois, elle est réactivée par des professionnels qui suivent les instructions de l'artiste, des fois, elle est réactivée avec les publics. Et elle donne matière à réinterprétation. Alors, donc la question, c'est est-ce que tout le monde peut s'en emparer ? C'est bien sûr plus compliqué que ça.
Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de cette pièce de Tino Sehgal qui est incroyable, qui s'appelle This is Critic. Pour ma part, je l'ai découverte en allant... je me dis, c'est chouette, une expo de Tino Sehgal à Bruxelles, je vais aller passer à la galerie Yann Motte, et puis je vais voir l'expo, puis j'arrive, et puis c'est un peu dans le noir, et puis il y a juste le galeriste qui me dit, bonjour, il se lève, et il me dit, vous connaissez le travail de Tino Sehgal? Je dis, oui. Oui, parce que vous voyez, dernièrement, j'ai commencé à avoir des doutes, puis la galerie était éteinte, et il n'y a rien à voir, et je me suis dit, merde, il a annulé l'expo, qu'est-ce qui s'est passé? Il me raconte, et il me dit, voilà, ça fait quand même un moment que je me pose des questions, je trouve que c'est un peu pénible, et puis est-ce que c'est élitiste, je ne sais pas, tout et donc on a une discussion comme ça, et moi très sincère, je dis, mais non, il y a des choses intéressantes, c'est presque proche de la culture populaire, bref. Et puis, au bout de 10 minutes, il me dit, oui, puis c'est une œuvre de Tino Sehgal qui s'appelle This is Critic. Et je dis, mince, bon. Et à ce moment-là, quelqu'un d'autre rentre dans la galerie et dit, c'est pas ici qu'il y a l'exposition de Tino Sehgal? Donc, il pose la même question que moi. Et là, Yann Motte recommence la même chose, mais pour moi, l'œuvre avait disparu, parce que je savais ce qui se passait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'œuvre protocolaire s'appuie quand même énormément sur la question des croyances qu'on a, de nos systèmes. Je ne m'attendais pas à ce qu'un galeriste parle de manière négative de son artiste. Donc forcément, je me suis dit, il y a eu un problème. Voilà. Si je n'avais pas eu ce système de croyances autour de moi, je n'aurais pas compris cette œuvre de la même manière. Et elle a disparu au moment où mon système de croyances était mis à plat. Donc si c'est moi qui l'active, forcément, ça ne va pas faire la même chose. Donc c'est quand même très, très proche du contexte. Et puis, il y a cette autre pièce de lui que vous connaissez peut-être qui s'appelle This is Contemporary, qui avait été présentée à la Biennale de Venise il y a longtemps dans un pavillon allemand extrêmement raté. On avait Tino Sehgal et Thomas Scheibitz en parallèle, donc une peinture de l'Est allemand très classique, et cette performance où il y avait les gardes qui dansaient, tournoyaient dans l'espace en disant « This is so contemporary ». Et je me suis dit « Mon Dieu, on est en train de tout laminer, c'était une catastrophe ». Bref. Donc le raté est une possibilité à ne pas négliger dans l'œuvre à protocole. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il existe une bonne réactivation d'une œuvre? Oui, mais est-ce qu'on peut dire au public qui ont participé à la réactivation, visuellement, ce que vous avez fait, ce n'est pas très satisfaisant quand même. Non, je pense que l'œuvre protocolaire doit tolérer l'ennui, le louper, mais aussi la précédence du processus sur le résultat. Ça revient à la question de l'expérience, finalement. L'œuvre protocolaire est moins visuelle que rapportée par des témoignages. Elle est plus reliée au faire qu'à la contemplation. Alors, je retourne à l'œuvre de Yona Friedman, qui est devenue protocole pour l'acquisition par le FRAC Lorraine en 2009. Et c'est un exemple particulièrement intéressant. J'ai ici plusieurs exemples de réactivation. On a en haut à gauche le MMC à Strasbourg, très beau. Ils ont récupéré des matériaux, ils ont vraiment suivi le protocole qui consiste à dire on ne fabrique rien, on travaille à partir de recyclage. On a à droite le FRAC Centre avec des toiles de parachute, très belles aussi, colorées. Et puis, on a une opération de diffusion au château de Commercy en 2019. Oui, la Madeleine est aussi originaire de Lorraine. Et on a ces petits ballons comme ça qui sont accrochés au mur. Ça ne parle pas de la même chose. Et pour vous donner une petite idée de ce qui se passe, ça vient de là. Voilà. Donc, c'est une œuvre qui initialement est présentée à la synagogue de Delme. C'est une œuvre développée par Marie Cosette. À l'occasion d'un dialogue avec Marie Cosette, et on voit toute la façade qui est entourée de ces grillages, avec comme un brouillard autour du bâtiment, et ce nuage suspendu dans l'espace au centre. Donc oui, tout le monde ne peut pas être un bon artiste, et c'est OK comme ça. Un autre point important quand on travaille avec des artistes sur des protocoles, c'est le futur, et un moment très embarrassant dans ces conversations. Voilà, donc c'est toujours gênant les discussions avec les artistes sur les performances, les œuvres à protocole, c'est compliqué. Je vais rétro-pédaler un peu dans le temps et donner un autre exemple d'exposition. Il y a quelques années, je crois que c'était en 2015, la Fondation Prada à Venise, décide de réactiver l'exposition quand les attitudes deviennent forme de... son nom m'échappe, bref, le Suisse, Zeman, merci. Et c'est Celand qui se colle à la tâche et qui va même reconstruire certains pans de mur de la Kunsthalle de Berne
Exposition incroyable, mais on voit que déjà à l'époque, il y a des œuvres qui ne peuvent plus être réactivées, donc il y a des petits cartels au mur. C'est très déceptif, mais ça travaille beaucoup avec la mémoire, donc c'est intéressant aussi. On s'imagine des matières qu'on n'a jamais vues. Comme par exemple la glace sèche, qui n'existe plus, c'est un bloc de glace sèche. Donc voilà, on voit que des matériaux de réactivation peuvent être amenés à disparaître. L'œuvre à protocole parle donc de la question de l'obsolescence, qui est déjà soulevée par les évolutions de la technologie ou par les tubes fluorescents d'Anne Flavin, par exemple. Mais cette question de l'obsolescence, dans la performance, par exemple, prend différents aspects. Alors, je vais donner ici 2 exemples d'acquisitions récentes que nous avons faites, parce que cette question de l'obsolescence, quand on parle de l'humain, oui, évidemment, on a tous une date d'expiration. Et elle peut être traitée de manière assez différente. Donc, avec l'artiste Carla Adra, on est en train d'acquérir encore cette performance Je suis ta FM, et on a choisi d'acquérir un certain nombre d'occurrences. Pourquoi ? Parce qu'en discutant avec l'artiste, il est apparu qu'une certaine fatigue de la répétition était apparue chez elle et qu'elle ne se projetait pas dans la réactivation de cette œuvre tout au long de sa vie. La pièce consiste en une répétition à voix haute de ce qui est dit à la radio, donc l'artiste entend ce qui se passe à la radio et elle répète, elle dit, publicité comprise, dans une forme d'unification, donc elle devient une espèce de canal humain de cette voix qui arrive de nulle part. Il y a quelque chose aussi d'un peu spirituel, comme ça, d'être guidé, d'entendre des voix. Et elle change régulièrement la station de radio, sans que ces changements soient forcément communiqués au public. Donc on a un discours comme ça discontinu. On parle ici de profusion, de transmission de données. Et donc là, on a décidé de limiter cet effort de l'artiste, et donc on est plus... Ça questionne l'économie finalement aussi d'acquisition autour de ces œuvres, de leur permanence, mais aussi on rejoint presque finalement parfois des économies du spectacle vivant qui sont liées à des temps de performance. Avec l'artiste Myriam Lefkowitz, vous connaissez peut-être cette œuvre qui s'appelle Walk Eyes City, qui se développe depuis 2009, qui est en continuel développement. Là, on a eu vraiment quelque chose de très spécial où l'artiste nous a dit « je ne sais pas comment vendre cette pièce ». Elle avait été approchée en même temps par la galerie de l'Université d'Édimbourg, la même année que nous, qui voulaient également acheter cette pièce. Eux ont commencé à constituer une collection de performances. Ils en achètent une par an. Ça explique aussi un petit peu le fait qu'il n'y ait pas énormément de performances dans les collections. C'est quand même des processus d'acquisition extrêmement expérimentaux qui doivent être un peu adaptés aux situations et qui donc prennent beaucoup plus de temps que l'acquisition d'autres pièces. Et donc avec Myriam, on a beaucoup parlé, on a testé la pièce, on a regardé, elle nous a dit pour moi cette pièce, elle évolue avec le groupe de personnes qui la réactivent, c'est un processus d'apprentissage constant, c'est un processus où les uns et aux autres, on s'apprend des choses. L'œuvre consiste en une promenade, balade de 40-50 minutes, les yeux fermés. Et l'artiste guide, elle vient de la danse, et donc cette question du toucher, de l'accompagnement par le toucher, et qui doit construire la confiance aussi, est au centre de cette pièce. Et donc on marche, et puis il y a des moments où elle s'arrête, elle oriente notre tête, elle dit ouvre les yeux, on regarde, ferme les yeux, et on repart. Donc c'est très filmique aussi finalement, parce qu'on imagine ce qu'on voit autour, on est ici aussi dans la spéculation. Et donc l'Université d'Édimbourg, eux, ils se sont lancés sur un projet plus de licence, puisqu'on est dans le droit anglo-saxon. Donc eux, ils ont acheté une licence de diffusion avec une exclusivité pour l'Angleterre et l'Irlande. Et ça, c'est une partie. L'autre partie, c'est la Production Bible. C'est une Bible de production, si on veut traduire ça littéralement. C'est toutes les manières dont on peut réactiver l'œuvre. Donc c'est un petit livret qui décrit. Mais sachant que c'est quand même quelque chose de très immatériel. Alors ce qui est fascinant, c'est que Myriam, pour préparer l'acquisition de la pièce, elle a beaucoup discuté avec un futurologue, parce qu'elle était préoccupée par la manière dont nos corps évoluent à travers les décennies, dont les villes évoluent, parce qu'elle dit que cette pièce, elle est conditionnée par l'environnement urbain, puisque ces marches doivent avoir lieu en ville, et aussi par les capacités du corps. Donc si on se met à marcher de moins en moins, qu'est-ce qui va se passer bref. Donc, si la population vieillit, est-ce qu'on va faire des promenades en fauteuil roulant ? Je ne sais pas, il y a plein de choses, mais c'est comment se projeter avec son corps dans le futur urbain. Si on ne peut plus respirer dans les villes, est-ce qu'on peut encore faire cette performance ? Donc, on voulait garder cette idée de l'évolution et le truc qu'on a trouvé, c'est de se rencontrer une fois par an pendant 5 ans, d'avoir une conversation après une marche, et d'archiver l'évolution de la pièce sur 5 ans.
Et cette archive audio va rentrer dans la collection et constituera l'évolution de la pièce sur 5 ans. Donc là, on est vraiment sur un suivi en fait, de l'évolution temporelle d'une pièce. On part du principe que la pièce change et on voit ce qu'on peut regarder comme trace. On est plus un réceptacle pour la pièce à un moment donné de son existence. Je parlais au tout début de la question du rituel et de finalement, le rituel est un moyen d'activer la relation avec les publics. On en parlait tout à l'heure avec Catherine. La question du public est aussi devenue un sujet qui se transforme. Et le fait qu'on voit des œuvres dans des musées, quand on ne les connaît pas, on se dit un peu c'est quoi ? Et ces œuvres liées au fer, comment on se relie à elles en fait ? Comment on peut, en tant que visiteur qui ne connaît pas forcément les rituels du monde de l'art, se relier à une œuvre ? Alors le monde de l'art, en fait, de manière plus ou moins consciente, a lui-même créé ses propres rituels. On a acquis, on est encore en train de finaliser cette œuvre de Béatrice Balcou qui s'appelle Cérémonie. Je ne sais pas si vous connaissez ses pièces. En fait, elle travaille. Alors, elle ne fait pas que ça, mais une partie de ses pièces qui sont des cérémonies consiste à des recherches dans la collection de l'institution. Elle identifie une pièce qu'elle va fabriquer en bois et qu'elle appelle placebo. Et donc cet objet en bois, le placebo, est quelque chose qu'elle va utiliser pour travailler la manipulation. Donc on pourrait dire que c'est un hommage au travail de Régie, puisque la question de la manipulation d'une œuvre d'art, du rituel autour du déballage et de l'installation de l'œuvre d'art, est finalement ce qui constitue sa performance. Et la pièce, donc. Quand on achète l'œuvre, on achète la fabrication du placebo, le production bible, c'est-à-dire toute la description de tous les gestes à fournir, et une réactivation. On a donc ici, dans cette cérémonie, un moment qui devient une conscientisation de nos rituels à nous, que les publics ne connaissent pas et qui sont familiers pour nous. Et pour moi, cette question de l'œuvre à protocole, immatériel, performance, rituel, on peut la faire glisser aussi vers la question de comment l'humain interagit avec l'œuvre et comment le public, le technicien, le curateur, l'artiste, je devrais mettre, finalement se retrouve à créer des gestes, et c'est ça qui donne vie en fait à l'exposition et à l'objet, puisque l'objet en lui-même, on peut le considérer peut-être aussi comme un sujet avec lequel on interagit. Bref, il y a plein de pistes à explorer à cet endroit-là. Et je voudrais finir pour parler je n'ai pas d'image de ça, parce que c'est des situations qu'on connaît tous, c'est les situations de vernissage. Et il y a cet artiste, Jiří Kovanda, magnifique, qui a fait 2 performances autour des vernissages. Une fois à Francfort, il a passé la soirée à interrompre les conversations des gens qui discutaient ensemble au moment des vernissages. Donc il se glissait, pardon, excusez-moi, et puis voilà, il passait. Et donc voilà cette rupture du rituel où les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Et un autre rituel qui est aussi, on va dire, plus introverti et plus mélancolique, c'était lors d'un vernissage au Palace des Républiques à Berlin, où pendant tout le vernissage, il est resté caché derrière une des nombreuses colonnes de l'espace. Et puis il est parti à un moment donné. Donc on est vraiment dans l'effacement de l'artiste, qui parfois a du mal à trouver sa place dans le vernissage. C'est une situation où tout le monde n'est pas forcément à l'aise. Et c'est aussi important, je trouve, de raconter ces histoires-là, et les artistes nous permettent de le faire, donc c'est aussi important, mais on reste dans une perception très ténue. Donc, pardon, oui, l'artiste s'appelle Jiří Kovanda, avec un K. Donc voilà, vous l'aurez compris, je plaide pour changer le nom des œuvres à protocole en rituel. Parce que je trouve que le protocole... Oh, j'ai mis en plus procol, bon désolé. J'étais un peu fatiguée à la fin. Désolée. Oui, je pense que le protocole a quelque chose de l'ambassade, de comment bien faire, de comment se comporter correctement. On retourne à la question de l'étiquette et du comportement à la cour, alors que le rituel a quelque chose de plus, on va dire, de rassembler. Et il peut être aussi descendant, mais pas exactement de la même manière, et je pense qu'il peut être adapté à des contextes assez différents. Donc voilà, pour complexifier la situation avant de commencer.